Et bonjour à tous, soyez les bienvenus dans votre 12-15 sur LCI. Il est midi passé de 21 secondes exactement. On est parti pour 2 heures de direct et d'information avec des décryptages, des éclairages en plateau. Et on vous emmènera au Proche-Orient où Israël est plus que jamais sur le pied de guerre 3 jours après le double assassinat à Beyrouth et à Téhéran de très hauts responsables du Hezbollah, Fouad Choker d'une part et du Hamas, Ismail Haniyeh d'autre part. L'Iran a promis de riposter sévèrement et à partir de plusieurs fronts. L'armée israélienne est sur le qui-vive, prépare ses arrières avec le soutien de Washington, tandis que sa population se prépare à une attaque massive. On verra comment tout cela s'organise depuis Beyrouth et Téhéran, notamment où nous attendent nos correspondants. Et puis 48 heures après l'échange historique de 26 prisonniers entre les États-Unis, plusieurs pays occidentaux et la Russie, et au-delà de la joie que cela a suscité, une question ou plusieurs questions désormais sur toutes les lèvres. S'agit-il en réalité d'un pacte avec le diable conclu par les Américains avec Vladimir Poutine? Est-il le vrai gagnant de cette séquence très guerre froide en libérant un tueur à gages russe? Les démocraties occidentales piétinent leurs propres valeurs, c'est ce qui se dit en Allemagne où l'on parle même de faute monumentale. Et puis on prendra enfin la direction des États-Unis. Là-bas, les jeux sont faits pour Kamala Harris. Il n'y a donc plus aucun doute, la vice-présidente américaine sera bel et bien la candidate du Parti démocrate. Elle a le vent en poupe dans les sondages. Elle occupe le devant de la scène et elle inquiète vivement les républicains dont le candidat Trump annonce qu'il est désormais prêt à l'affronter en débat. Ce sera tout juste dans un mois. Mais avant de développer toutes ces informations, ce qu'il faut retenir de l'actualité à la mi-journée. Midi 2 sur LCI et déjà une 37e médaille pour la France, une médaille d'argent au tir de Camille Jedrzejewski. La Française a fini deuxième de la finale du tir au pistolet à 25 mètres à Châteauroux. À 22 ans, cette Française s'est inclinée dans un tir de départage face à la Coréenne du Sud, Yang Jin, après une journée folle qu'a connue la France hier, où elle a engrangé 9 médailles. Les sportifs français poursuivent donc leur incroyable moisson et on voit que ça suscite une très grande ferveur. Le plus grand bonheur des fans, c'est ce que nous dit notre journaliste Emma Charla. Elle était ce matin avec des supporters conquis par les Jeux Olympiques. Oui, ici, des dizaines de personnes sont là pour se prendre en photo aux côtés de la vasque olympique, ce nouvel emblème des Jeux à Paris. Et certains sont venus voir la vasque avant d'aller voir des compétitions. C'est le cas de Cécile. Cécile, vous êtes venue en famille aujourd'hui à Paris pour voir des compétitions ? Oui, cet après-midi, on va sur Vers-sur-Marne, voir le canoë, avec une nouvelle discipline en plus. Je sais que maintenant, ils font du cross. Enfin, ça va être génial. Ça va être super. On a hâte. Et puis demain et après-demain, on va faire l'athlétisme. Enfin, on va aller voir l'athlétisme au Stade de France. On sent un vrai engouement chez vous, on voit même le drapeau que vous tenez dans la main. C'est quelque chose, ces JO à Paris, c'est quelque chose d'exceptionnel ? C'est exceptionnel, fallait pas rater ça. Nous, depuis le début, on a regardé la cérémonie. On a même pleuré devant la cérémonie tellement que c'est magnifique. Et puis on est pile poil en vacances en plus pendant les JO. Donc on a rien raté. La natation, le judo, le BMX. Enfin, c'est extraordinaire. Franchement. Allez les Bleus, Merci beaucoup, allez les Bleus. Et comme vous le voyez, donc tout le monde est super enthousiaste ici à l'idée de suivre dans les prochains jours la suite de la compétition. Voilà, beaucoup d'enthousiasme et à raison. La France est nettement au-dessus de ce qu'elle avait fait il y a 4 ans à Tokyo. Regardez ce tableau des médailles. La France est en 2e position, juste derrière la Chine. C'est vraiment une performance à ce stade qui mérite toute notre attention et toute notre ferveur. Vous pourrez peut-être écouter ce qu'il se passe sur les terrains olympiques à partir de votre radio parce que vous serez beaucoup à prendre la route ce samedi et vous serez certainement bloqués dans les bouchons. Patience, ce samedi, je vous le disais, il est classé noir par bison futé sur l'ensemble du territoire. Dans le sens des départs, situation aussi compliquée dans le sens des retours, classé rouge et notamment dans le sud-est, vous le voyez sur votre écran, et du côté de l'île de France. Du côté des États-Unis, elle est assurée de devenir la candidate de son parti démocrate. On parle de Kamala Harris que l'on voit ici à l'image. Elle va affronter Donald Trump en novembre prochain. Couronnement éclair moins de 2 semaines après le retrait de Joe Biden qui s'est félicité de son investiture. On sait à quelle date aura lieu le premier débat entre Kamala Harris et Donald Trump. Ce sera le 4 septembre prochain sur la chaîne américaine Fox News. C'est le républicain lui-même, le candidat républicain qui l'a annoncé sur son réseau social. On y reviendra
très longuement à partir de 13h30. Et puis, on conclut ce bref tour de l'actualité avec cette nouvelle nuit de violence au Royaume-Uni. Des émeutes ont éclaté hier en fin de journée à Sunderland, où les forces de l'ordre britanniques ont été victimes de graves violences selon la police. 200 à 300 personnes avaient déjà pris part à de premiers affrontements à Southport mardi. Les forces de l'ordre soupçonnent ces manifestants d'être des soutiens des mouvances d'extrême droite anti-islam. Ces émeutes surviennent après la mort de 3 fillettes lors d'une attaque au couteau dont le suspect serait un adolescent de 17 ans originaire du Rwanda. Allez, je vous le disais en titre, veillée d'armes en Israël, 72 heures après le double assassinat d'abord de Fouad Choker à Beyrouth Sud au Liban, un top leader du Hezbollah, et puis d'Ismaël Haniyeh, le chef politique du Hamas. Ça s'est passé à Téhéran, en Iran. L'État hébreu se prépare à la riposte de la République islamique et de ses mandataires dans la région. On parle de proxy. Je vais vous présenter notre plateau pour en débattre avec nous. J'accueille Manaz Shirali. Vous êtes sociologue et politologue, spécialiste de l'Iran, auteur de Fenêtre sur l'Iran, le cri d'un peuple bâillonné. Merci à vous de nous rejoindre. On accueille également Louis Duclos. Vous êtes analyste géopolitique. Bonjour à vous. Et puis on accueille le général Chauvency, qui est le consultant géopolitique de LCI. Vous avez beaucoup écrit sur la région. Je présente votre livre à l'antenne, Blocus du Qatar, l'offensive manquée. Vous nous dites tout des guerres de l'information, des jeux d'influence et de différents affrontements économiques dans la région. Alors à quoi faut-il s'attendre? Un châtiment sévère, c'est ce qu'a promis l'ayatollah Khamenei, le guide suprême iranien. Les Iraniens auraient l'intention de frapper assez massivement et en utilisant leurs proxys, c'est-à-dire leurs mandataires dans la région, à la fois du côté des Houthis, du côté de la mer Rouge, et donc à 2000 km de Tel Aviv et d'Israël, du côté de sa frontière nord avec le Liban. Donc on voit bien que la température, elle grimpe sérieusement. On le sent tout aussi nettement du côté de Washington. Voici ce qu'on en dit du côté du département à la défense américaine. On va découvrir ensemble la manière dont on imagine cette riposte ou ces représailles iraniennes. Le ministre Austin, donc Lloyd Austin, qui est le ministre de la Défense américain, a ordonné une modification du dispositif militaire américain destiné à améliorer la protection des forces armées des États-Unis, doper le soutien à la défense d'Israël et faire en sorte que les États-Unis soient préparés à diverses éventualités. Je vous le disais, à quoi faut-il s'attendre? Je vous propose ensemble de prendre tout de suite la direction de Beyrouth, où nous attend notre correspondant Arthur Saradin. Je le disais, Arthur, et bonjour. Le Hezbollah, qui déplore la mort d'un de ses cadres les plus importants, a l'intention de réagir fermement. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre de la part de la milice chiite? Alors, plusieurs choses. Déjà, on peut s'attendre à une attaque, on le dit depuis plusieurs jours déjà, coordonnée avec l'Iran et peut-être avec les alliés de l'axe iranien, donc les Houthis au Yémen et les milices chiites en Irak. La question maintenant, c'est de savoir quelle va être la forme de cette riposte. Est-ce qu'elle sera symbolique? Est-ce qu'elle sera vraiment avec des cibles stratégiques militaires? La dernière fois que le Hezbollah avait répondu, c'était en janvier dernier, quand il avait été touché dans la banlieue sud. Mais cette fois-ci, ce n'était pas un des hauts dignitaires de sa branche armée, mais bien le numéro 2 du Hamas qui avait été touché. Il avait décidé de cibler une caserne militaire au nord d'Israël. Là, les Américains, la diplomatie américaine s'inquiète que la riposte coordonnée soit beaucoup plus importante et beaucoup plus impressionnante. Une information aussi qui est assez intéressante, c'est quand on lit le journal Al-Akhbar, qui est un journal très proche du Hezbollah, eh bien, hier, il a publié un article où, évidemment, alors, les éléments de langage et la position du parti fuitent dans les articles et dans les analyses politiques du journal. Eh bien, on a lu que le Hezbollah était très en colère contre Washington parce que Washington avait assuré à la milice chiite que la riposte israélienne ne se ferait pas dans les banlieues sud de Beyrouth. Alors, c'est pour ça qu'on a pu voir, notamment hier et ce matin, eh bien, le Hezbollah retirer certains de ses hommes, demander à ses hommes de quitter cette banlieue sud qui est très peuplée. La frappe de mardi dernier avait déjà fait 5 morts civiles en plus du haut dignitaire du Hezbollah. Donc il y a ces tensions qui se tendent avec Washington. Washington qui par ailleurs a fait venir 3 navires de guerre en Méditerranée orientale
Le but de la venue de ces 3 navires, c'est de renforcer la présence américaine à des fins de dissuasion, mais aussi en crainte d'escalade qui deviendrait incontrôlable, de pouvoir évacuer des ressortissants et avoir une présence humanitaire en Méditerranée orientale. Et vous parlez d'escalade, Arthur Saradin, on sait dans le même temps qu'Israël a bombardé au nord du Liban. Est-ce que cela constitue un précédent? Est-ce que vous en savez plus sur les cibles qui ont été bombardées par l'État hébreu? Alors, pour l'instant, ni le Hezbollah ni ses alliés n'ont publié sur cette attaque. On sait, en lisant le communiqué de l'armée israélienne, qu'Israël dit avoir ciblé des camions d'armes qui seraient passés de la Syrie vers le Liban. En effet, cette frontière syro-libanaise, elle est très poreuse depuis des années. Elle est le théâtre de toutes sortes de trafics, notamment d'armes. C'est, je pense, la frappe la plus au nord qu'on ait pu voir du Liban au Liban depuis octobre dernier, parce que vraiment le Hermel, cette région, elle est située tout au nord du Liban, à l'est, et ça rentre dans ce cadre aussi de mouvements un peu d'armes ou de troupes qu'on a pu lire ici et là. On avait Sky News Arabia qui notamment citait l'Observatoire syrien des droits de l'homme, qui est un groupe d'opposition au régime de Bachar el-Assad basé en Angleterre, qui racontait eh bien, que des armes seraient aussi rentrées d'Irak vers la Syrie et qui s'inquiète qu'une attaque puisse avoir lieu soit dans la région sud de Damas, près du plateau du Golan, du côté d'Israël, mais aussi du côté de certaines bases américaines qui sont positionnées en Syrie et en Irak. Alors des attaques de ce genre, on en voit depuis maintenant plusieurs mois, depuis octobre en fait, contre ces bases américaines qui sont en Irak et en Syrie. Mais ça inquiète beaucoup Washington d'une représaille si jamais les États-Unis, par exemple, participent à une opération d'interception, par exemple, de drones ou de missiles iraniens lors de la riposte iranienne, et bien qu'en parallèle, il y ait ces attaques menées contre des sites militaires stratégiques qui, eux, constituent leur intérêt dans la région. Merci à vous, Arthur Saradin, pour tous ces éclairages. On l'a compris avec notre correspondant à Beyrouth. Les États-Unis donc renforcent leur dispositif militaire au Proche-Orient parce que les menaces en creux, et là on l'a compris, elles sont à peine voilées, notamment du côté d'Hassan Nasrallah, le secrétaire général du Hezbollah. Je propose de l'écouter, c'était le 1er août. L'ennemi et ceux qui sont derrière l'ennemi doivent attendre notre réponse inéluctable. Il n'y a pas de discussion ou d'argument à ce sujet. Et les jours et les nuits, ainsi que le champ de bataille, le prouveront. Notre ennemi, dit Nasrallah, est celui qui se cache derrière notre ennemi. Général François Chauvency, évidemment, la référence est à peine voilée aux États-Unis, dont le dispositif est quand même déjà très important depuis le 7 octobre. Ça a été rappelé par Arthur Saradin. Il y a vraiment maintenant une escalade, une crainte d'escalade généralisée. Alors, bon, mettons-nous plutôt du point de vue israélien et peut-être plutôt américain. Plus on déploie de forces capables de riposter, moins l'ampleur de l'attaque peut être importante. Quand on voit du côté américain qu'on a un groupe aéronaval avec le Theodore Roosevelt qui est déjà déployé dans le golfe d'Oman, qui va être remplacé à court terme par un deuxième porte-avions, ce qui veut dire peut-être que les deux vont rester. Ça fait quand même 200 avions de guerre. Que vous avez une base au Qatar, curieusement, avec plus de 100 avions de guerre prêts à intervenir, que vous avez un groupe amphibie des Marines au large de Chypre qui va commencer à se déployer de près de 4000 hommes, plus les différents navires installés un peu partout, vous voyez bien que toutes les mesures dissuasives sont mises en place. Mais précisément, c'est parce qu'encore une fois, certes, on est dans la dissuasion, mais qu'encore une fois, la température grimpe et qu'on a le sentiment qu'on avance graduellement vers une escalade. Oui, parce qu'en fait, il y a d'abord les déclarations. Il faut quand même se mettre dans le contexte iranien où quand même, pourquoi Israël n'a pas finalement revendiqué l'élimination d'Haniyeh, c'est que quand même c'est une attaque militaire d'un État contre un autre État, violant sa souveraineté quand même, il ne faut quand même pas l'oublier. Donc il y a quand même finalement un état de guerre sans la déclarer entre l'Iran et Israël. Bon, ce qui s'est passé sur le territoire iranien ne peut pas être accepté par le gouvernement iranien. Ce n'est pas possible. Ensuite, le Hezbollah, ils ont perdu un de leurs cadres. Bon, celui-ci, il fallait bien l'éliminer. Il avait quand même tué quelques Français, quelques Américains. Il a été éliminé. Le Hezbollah, même logique. Et puis, ce qui est dit de plusieurs reprises depuis 2 jours, c'est une action coordonnée. Donc, on se retrouve avec les Iraniens d'un côté, capables de tirer à distance, avec peut-être quelques proxys en Syrie. Le Hezbollah au sud Liban, capable aussi de déployer des forces, mais sur des forces légères. Ensuite, vous avez aussi les Houthis capables de tirer à distance. Et puis, bien entendu, vous avez toujours la guerre à Gaza.
Donc vous voyez, on a au moins 4 fronts, et je ne parle pas de la Cisjordanie dont on parle peu actuellement, 5 fronts potentiels où effectivement, si on ne veut pas que ça escalade de trop, parce qu'on ne peut pas l'éviter à mon avis, il faut limiter le seuil finalement de l'escalade. Manas Shirali, vous êtes d'origine iranienne, vous êtes spécialiste de l'Iran. Vous pensez que cette fois-ci, compte tenu de ce qui vient d'être expliqué par le général Chovancy, c'est-à-dire une violation manifeste de sa souveraineté par Israël qui ne revendique pas, mais en tout cas de son territoire après l'assassinat d'Ismaël Haniyeh, est-ce que vous pensez que cette fois-ci l'Iran va véritablement contenir sa réaction et la calibrer, ou il est vraiment dans l'idée d'aller plus loin ? Personne n'est en mesure de répondre à cette question. C'est vraiment la question en or. Personne ne peut le dire. Mais ce qui est sûr, c'est que de toute façon, le jour où la République islamique, les dirigeants de la République islamique voient leur survie en danger, ils vont certainement embraser la région, et d'une manière terrible. Donc il faut s'attendre à ce qu'à tout moment, la République islamique embrase la région. Mais tout en allant dans le sens général, je vais quand même dire une chose. Israël et les États-Unis n'ont pas une grande puissance militaire en face d'eux. Ils ont une grande nuisance. Et le général va nous expliquer. Évidemment, il y a une grande différence entre une grande nuisance et une grande puissance. Donc l'Iran et ses proxys, en aucun cas, ne constituent une puissance militaire. L'armée iranienne est, je pense que très très moyenâgeuse. Elle est vraiment dans ces époques-là. Elle n'a absolument pas la capacité de faire face à la nouvelle technologie, à l'armée extrêmement moderne américaine et israélienne. Donc Israël peut-être a 4 fronts devant lui, mais 4 fronts qui ne sont pas des véritables fronts militaires. Alors vous parlez de nuisance, c'est quand même intéressant ce que vous dites. Pour avancer un peu, je vous propose quand même d'écouter Sabrina Singh, qui est porte-parole du Pentagone. Elle nous dit que si les Américains se renforcent, c'est à la fois pour protéger leurs propres troupes, mais également leurs alliés israéliens. On écoute. Le secrétaire Austin a souligné que l'ampleur sans précédent du soutien des États-Unis à Israël depuis le 7 octobre ne devrait laisser aucun doute à l'Iran, au Hezbollah libanais et aux autres groupes terroristes soutenus par l'Iran quant à la détermination des États-Unis. Il dirigera plusieurs changements de posture afin de renforcer la protection des forces américaines dans toute la région, d'apporter un soutien accru à la défense d'Israël et de veiller à ce que les États-Unis soient prêts à répondre à cette crise en évolution. Pour ce qui est des détails, je n'ai rien à vous dire pour l'instant. Alors, elle n'a rien à nous dire pour l'instant des détails, mais tout de même, on va un peu regarder comment tout cela va s'organiser dans la région. Changement dans le dispositif militaire américain au Proche-Orient. Le porte-avions USS Abraham Lincoln va remplacer le Theodore Roosevelt actuellement déployé. Les États-Unis vont envoyer des croiseurs et des contre-torpilleurs supplémentaires porteurs de missiles balistiques de défense. Déploiement d'un escadron supplémentaire d'avions de combat. Vous pensez que c'est de nature, Louis Duclos, tout ça a dissuadé véritablement, définitivement l'Iran de passer à l'action dans la riposte qu'elle prévoit ou qu'elle menace d'entreprendre ? Oui, bien sûr. Là, ils sont vraiment en train de montrer qu'ils ont le bâton le plus gros. Les États-Unis, Israël, quand on regarde au niveau des budgets défense des deux pays, entre les États-Unis et l'Iran, là, il n'y a pas photo. Les États-Unis, il me semble que c'est 880 milliards. L'Iran, c'est même pas 20 milliards, je crois. Donc, les États-Unis ont une puissance militaire qui est vraiment démesurée par rapport à l'Iran. Pour autant, l'Iran est vraiment forcé à une réaction parce qu'ils ne peuvent pas se permettre d'être frappés ainsi, surtout que la frappe a eu lieu à Téhéran, la capitale. Donc c'est quand même, comme vous l'avez dit, général, c'est un acte de guerre. Donc ils sont obligés d'apporter une réponse. C'est là toute la difficulté de la position iranienne, devoir apporter une réponse tout en restant en dessous du seuil de guerre ouverte, parce qu'une guerre ouverte serait une catastrophe sans précédent pour l'Iran qui ne peut pas tenir Israël et les États-Unis en même temps. Général Chovancy, est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'on avait vécu les 13 et 14 avril dernier, lorsque l'Iran avait projeté près de 300 drones et des vecteurs sur le territoire israélien, à la formation d'une coalition autour d'Israël ? La coalition a été quand même, je dirais,
par hasard, en quelque sorte. Il n'y a rien qui a été annoncé publiquement. Et puis, quand on a vu les vagues de drones et de missiles arriver sur Israël, passant par des territoires arabes, ne l'oublions pas, comme la Jordanie ou l'Irak, il y a eu une réaction, je dirais, presque instinctive. Voilà. Maintenant, c'est surtout l'idée de comment l'Iran peut frapper avec ses proxys. Il est certain qu'elle peut recommencer l'envoi de drones et de missiles si, en 2 mois, 3 mois, elle a réussi à en tirer les enseignements en termes d'efficacité. C'est une réalité. Ensuite, bon, ce sera au moins visible. Moi, je crains beaucoup plus, finalement, l'action des proxys, Hezbollah et autres combattants islamistes, qui peuvent effectivement créer des pertes, pas forcément significatives, mais pertes symboliques en tuant des Israéliens. En particulier, parce qu'ils n'ont pas non plus des capacités militaires très élevées. Par contre, comme vous l'avez dit très justement, c'est des capacités de nuisance, c'est une réalité. Donc finalement, il faut d'abord que la riposte soit visuelle, pour qu'on voit qu'effectivement, même si ça n'aboutit pas à 100%, montrer que l'Iran a réagi. Et effectivement, la notion de coordination qu'on a évoquée tout à l'heure permettrait peut-être d'avoir plus d'effets et donc d'essayer d'avoir un effet de saturation sur les capacités de défense d'abord israéliennes, mais d'un autre côté, quand on voit finalement la puissance de feu mise en place par les Américains, en gros, ça fait, pour faire simple, 350 à 400 avions de combat. Quand même, plus toutes les capacités maritimes. Et j'ai oublié tout à l'heure aussi, face au Yémen, vous avez quand même une opération britanno-américaine contre les Houthis. Plus, n'oublions pas les Européens quand même, qui sont aussi présents. Donc, vous avez la capacité militaire qui a été rassemblée par les Occidentaux, montre quand même que l'Iran et ses proxys ont intérêt à limiter avoir un seuil finalement d'escalade qui ne soit pas trop élevé pour ne pas se retrouver complètement réduit à rien. Mais d'autre côté, il faut qu'il fasse quelque chose. Et c'est pour ça que je pense plus pour des actions, je dirais, asymétrique en quelque sorte, c'est-à-dire avoir une action terroriste finalement qui serait peut-être beaucoup plus jeune, plus sans doute des frappes, parce que l'État iranien ne peut pas ne pas frapper, ne peut pas ne pas faire quelque chose. Alors maintenant, sous quelle forme? Ça peut être aussi, comme on l'a évoqué, des attaques contre les forces américaines. Il y a quand même 2500 Américains qui sont en Irak, qui ont déjà subi des attaques de roquettes. On se rappelle qu'en janvier dernier, 3 Marines américains avaient trouvé la mort en Jordanie. Mais il y a eu des frappes il y a une semaine. Des frappes de drones, absolument. Et puis vous avez aussi 900 Américains en Syrie. Donc vous avez quand même beaucoup de cibles un peu partout. Donc c'est plutôt ce type de cible qui pourrait être visé. D'abord, l'ennemi américain est cité. Ce n'est pas qu'Israël. Donc je pense que les Américains vont être visés aussi. Oui, Duclos, lorsque on a en tête que l'Iran est capable maintenant, dans une confrontation directe, de viser le territoire israélien, c'est aussi un message qu'il lance à la Jordanie et pourquoi pas à l'Arabie Saoudite, qu'il est tout autant capable de viser, puisque ces vecteurs permettent d'atteindre de grandes distances. Vous pensez que, comme ça s'est passé en avril dernier, la Jordanie et l'Arabie Saoudite, sous forme de renseignement, pourraient intégrer une coalition aux côtés d'Israël, de manière plus ou moins assumée, mais qui serait assez efficace? Ça, je pense que c'est un peu difficile. Je pense qu'il faudrait vraiment qu'il y ait une convergence d'intérêts un peu jamais vue jusqu'à présent, qui se sentent vraiment menacés, qui sentent qu'ils ne peuvent pas gérer la menace chacun de leur côté. Là, dans ce cas-là, peut-être qu'ils pourraient envisager quelque chose, mais de la part, par exemple, de l'Arabie Saoudite ou de la Jordanie, quand on voit le monde arabe, etc., j'ai du mal à les imaginer se lancer dans une alliance militaire comme ça avec Israël. On sait que ça s'est produit. Encore une fois, la Jordanie a intercepté un certain nombre de vecteurs qui traversaient son propre territoire, et il se dit que les Saoudiens ont fait de l'échange de renseignements avec les Israéliens pour savoir où allaient taper ces fameux missiles. Mais en tout cas, Manas Shiralis, j'ai envie de me tourner vers vous. Est-ce que vous pensez tout de même que dans ce contexte de brusque montée en tension, de pas de plus vers une escalade généralisée, même si vous parlez de nuances et de nuisances et que vous nuancez d'une certaine manière, vous pensez que le téléphone fonctionne entre Téhéran et Washington, qu'on fait passer des messages en ce moment même? Écoutez, je pense que de toute façon, les dirigeants iraniens, ils sont assez malins pour garder toujours le lien de négociation. Ils sont très pragmatiques, donc on peut compter sur eux de garder. En revanche, je voulais rajouter quelque chose, c'est que finalement, Israël, avec ses frappes, avec cet assassinat, avec cette élimination, il a carrément mis la République islamique au pied de mur. La République islamique en ce moment est dans une très très grande impasse. Si elle frappe, ça va retourner contre elle. Si elle reste silencieuse, ça va retourner contre elle. Ses alliés arabes, aujourd'hui, la rue arabe est totalement remontée contre la République islamique parce qu'ils avancent l'idée, ils sont intimement persuadés que dans l'élimination d'Ismaël Haniyeh, c'était la main de la République islamique. Et c'est la République islamique qui l'a vendue aux Israéliens. C'est le bruit qui court. Le bruit qui court à Téhéran? Non, pas du tout. Pas à Téhéran, mais
dans la rue arabe. Ouais, La plupart des alliés de la République islamique, tout ce monde arabe qui soutenait la République islamique pendant 45 ans, qui était derrière, qui était toujours en admiration pour les dirigeants de la République islamique, aujourd'hui, ils sont en train de dire qu'ils sont des corrompus, ils ont vendu notre Ismail Haniyeh. Alors la rue de Téhéran, l'Iran n'est pas du tout comme ça, parce que déjà, Ismail Haniyeh est totalement détesté par les Iraniens. Les Iraniens ne supportaient pas ces Palestiniens qui venaient en Iran, qui pillaient leur argent, leur richesse, et ils les dépensaient dans la guerre avec Israël. Donc, c'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas le même regard du côté de la société iranienne que des Arabes. Les Iraniens, ils sont en admiration pour Israël. Ils sont très contents de cette élimination. Et donc, ils estiment, je termine là, ils estiment qu'Israël a infligé la plus grande humiliation de l'histoire de la République islamique. Restez avec nous, on va continuer à développer ce thème pendant la prochaine demi-heure. On va marquer une courte page de publicité. Et on sait qu'Israël est sur le pied de guerre, on sait que l'Iran prépare une riposte avec ses mandataires dans la région. On sera en direct de Téhéran avec notre correspondant, juste après cette courte page de publicité. Retrouvez votre programme avec assurepeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malucés. Sandy. Pardon. Léo. Yep. Paul. Tu vas où là? La gourmandise des fruits, la fraîcheur de la bière, et c'est sans alcool. Avec Tourtel Twist, célébrons les Jeux Olympiques de Paris 2024. Alors c'est quoi le code? 547. 5. Bon, ça marche pas. Papa, elle peut plus se retenir. Tu seras aux toilettes dans 1 minute, ma puce. Ça s'ouvre pas. Je vais les appeler. Nous vous remercions pour votre appel. Parlez à un agent. Nous vous remercions pour votre appel. Je veux parler à un agent. On peut passer par la fenêtre. Papa! 1 minute, ma chérie. Pendant ce temps, dans une location à Britel, votre location de vacances vous laisse en plan? Trouvez-en une qui vous répond en personne en 1 minute environ. Enfin sur Terre. Peut-être falloir que j'aille faire 2-3 courses, hein. Vous savez pas qui est le moins cher dans le coin? Mais qui sont ceux qui se posent encore la question? Pour vos courses du quotidien, Leclerc est moins cher que Carrefour, Magasin U ou Lidl par exemple. Et chez vous, vérifiez quel est le moins cher. Leclerc. Bonjour, c'est Aurélie de Carglass. Avec une chaleur pareille, forcément vous mettez la clim. Et si vous avez un impact avec l'écart de température, crac, ça peut se fissurer. Alors avant d'en arriver là, venez vite chez Carglass. Un impact, chez nous, c'est simple. En 30 minutes, la réparation c'est fait. Nos clients nous le disent, c'est rapide et efficace. Et en plus, en ce moment chez Carglass, quand vous faites réparer un impact ou remplacer votre pare-brise, les balais d'essuie-glace Bosch sont gratuits. Alors prenez vite rendez-vous sur carglass.fr. Ou appelez-nous au 3044, l'appel est gratuit. Carglass répare, Carglass remplace. Des burgers bleu de caractère, sauce au bleu, blanc gourmand, mayo moutarde de Dijon, rouge relevé, sauce au piment d'Espelette. Le jour des French Burgers de Quick est arrivé. Tous ensemble avec le French Burger. Quick, le goût de se retrouver. Avec Kayak, comparez les prix des vols, hôtels et locations de voitures en seulement quelques clics. Le hic, c'est que ça pourrait vous donner envie de tout comparer. Chloé, Cécile. Qui veut une glace? Kayak, découvrez par vous-même. C'est bon, elle est enfin prête? Voilà. Ah d'accord. Donc déjà que j'ai attendu 1000 ans pour la révision de ma voiture électrique, en plus ça me coûte la peau des fesses. Oui, madame. Et ben voilà. Sinon, cet été chez Midas, prenez rendez-vous en seulement 24 heures pour vos révisions. Midas. Pour vous, on se dépasse. On va retrouver des équipes LCI envoyées spéciales. On va commencer par vous. Vous êtes en Côte d'Ivoire. On rentre typiquement dans ce qu'on appelle une guerre informationnelle. Le Maroc touché, vous le savez, par un immense séisme. En direct des États-Unis. Les négociations sont désormais très avancées. Les Russes mènent une nouvelle forme de guerre. On sent la pression qui est en train de monter. Les éléments se déchaînent en Grèce. Des intempéries qui ont repris de plus belle. On va retrouver notre équipe sur le terrain. Maintenant, il y a ce barrage qui a explosé. Chacun essaie de récupérer
récupérer ce qu'il peut. Les pertes humaines sont importantes. La guerre n'est pas encore terminée. Retrouvez votre programme avec assurepeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malucés. Allez, bientôt 12h30 dans une poignée de secondes sur LCI. Merci de nous rejoindre. On reste au Proche-Orient où il y a des craintes très sérieuses d'escalade après un double assassinat en 24 heures de deux figures très importantes. Côté Hezbollah, d'une part, Fouad Choker tué à Beyrouth, et côté Hamas, d'autre part, son chef politique Ismaël Haniyeh, tué à Téhéran. Israël s'attend et se prépare à une riposte significative de la part de l'Iran et de ses mandataires, c'est-à-dire de ses proxys dans la région. On va d'abord écouter Hassan Nasrallah, c'est le secrétaire général du Hezbollah. Est-ce qu'il va nous donner une idée de l'état de tension qui règne du côté des ennemis d'Israël? C'était le 1er août, on l'écoute. Ce qui s'est passé dans la banlieue de Beyrouth est une agression et pas seulement un assassinat. Vous n'avez pas conscience des lignes rouges que vous avez franchies, du type d'agression que vous avez commise et jusqu'où vous êtes allé. Nous cherchons une vraie riposte, pas une riposte superficielle. Contrairement à ce que certains peuvent dire, nous cherchons une vraie riposte, de vraies opportunités, une riposte très réfléchie. Et on va prendre sans plus attendre la direction de Téhéran où nous attend notre correspondant Siavosh Ghazi. Bonjour Siavosh, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la façon dont compte s'y prendre la République islamique pour organiser sa riposte ? Il n'y a aucune précision qui n'a été donnée sur la manière dont l'Iran va réagir. Il y a eu plusieurs déclarations, notamment par exemple le chef d'état-major des forces armées iraniennes qui a affirmé que l'Iran et ses alliés ou ses protégés dans la région ont envisagé les différentes options pour réagir à Israël. Donc ces protégés, c'est le Hezbollah, c'est les Houthis au Yémen, les milices chiites en Irak et en Syrie. Il a affirmé aussi que de toute façon la décision avait été prise et qu'il y aura une riposte très dure. D'autres responsables également parlent par exemple de réponses ou de ripostes inimaginables pour les dirigeants israéliens, mais on ne sait pas ce que l'Iran va faire exactement. Tout le monde dit ici en Iran que de toute façon il y aura une riposte. On ne sait pas le moment qui sera choisi et l'ampleur de cette riposte. Est-ce que ça sera par exemple comme en avril dernier lorsque l'Iran a envoyé 300 drones et missiles contre Israël? Ici on dit que la réponse sera plus dure qu'en avril dernier, mais on n'a pas de précision sur la nature de cette riposte. Riposte inimaginable, Général Chauvency, nous dit Siavosh Ghazi depuis Téhéran. Riposte très dure. On a le sentiment, à écouter notre correspondant, qu'il faut quand même tout de même s'attendre à quelque chose d'une toute autre ampleur que ce que l'on a connu précédemment. Quand même, le 13-14 avril, la vague de missiles et drones était quand même assez énorme. 300 engins, c'était quand même quelque chose de très conséquent. Mais on a bien vu l'efficacité. L'efficacité nulle. Maintenant, il est tout à fait, je dirais, normal qu'un État qui appelle à la vengeance ne dise pas comment il va faire. Donc il est en train de chercher les failles dans le système israélien, sinon américain, parce que je crois que les cibles américaines ne sont pas exclues des représailles. Alors maintenant, c'est pour ça que j'évoquais plutôt tout à l'heure des actions terroristes ou des bases éloignées peut-être américaines. Le but étant quand même non pas forcément d'avoir un effet militaire majeur, parce qu'on ne voit pas comment effectivement l'Iran pourrait atteindre ce résultat, y compris avec ses proxys, mais en revanche avoir un effet symbolique, médiatique suffisamment important pour montrer que oui, l'Iran et ses proxys sont capables de mener des représailles. Donc la question est de savoir la forme que ça va prendre. Et c'est pour ça que je privilégierais moi plus la question du terrorisme, qui est une manière assez facile finalement, avec peu de moyens, mais ça se prépare aussi. Et comme maintenant, aussi bien les Israéliens que les Américains sont en état d'anticipation des actions iraniennes et de leurs proxys, et de ces proxys, donc je pense que les mesures doivent être très fortes, et donc pour les uns et les autres du côté iranien, il faut imaginer là où leur stratégie sera efficace, là où il y aura une faiblesse. Et là, j'avoue que c'est difficile à évaluer. Donc la réalité, elle est là. Il faut avoir un effet médiatique, parce qu'au niveau du monde, aux yeux du monde, il faut montrer que l'Iran ne s'est pas laissé faire. Maintenant, la forme, face quand même à la puissance militaire américaine et israélienne, ça ne va pas être facile.
Donc, où est le point faible? Et le point faible, j'en reviens là, c'est toujours ces cibles dites molles, c'est-à-dire avec ceux qui peuvent subir le terrorisme, des attaques sur les civils, peut-être sur une ambassade, sur un bateau. Voilà. Donc là, il faut attendre. Et ça va pas forcément se faire tout de suite. Pour une raison très simple, c'est que comme tout a été mis, comme je vous disais tout à l'heure, pour éviter une escalade avec d'importants moyens militaires du côté israélo-américain, c'est-à-dire qu'on se prépare à... Eh ben, il va falloir quand même s'organiser. Donc, je ne pense pas que ça arrive dans les jours qui viennent, je peux me tromper. Je vois plutôt une action à plus long terme, mais pas trop longue, parce que plus on attend, moins les diatribes que l'on entend auront de la valeur. Or, quand Nasrallah s'exprime, quand les Iraniens s'expriment, ils veulent quand même, vu la situation, dire au monde entier, nous ne nous laisserons pas faire. On ne peut pas attendre 2 mois. Donc, on n'est peut-être pas pour demain ou après-demain, mais dans 1 semaine ou 2, peut-être, là où peut-être on aura un peu baissé la garde, là aussi, ou peut-être d'autres événements seront produits. En tout cas, pour abonder dans votre sens, il y a des craintes qui ont été exprimées du côté d'Athènes où on craint que des représailles iraniennes ne s'organisent autour d'intérêts israéliens sur le sol grec. Je vous propose de regarder cette carte d'abord pour avoir une idée de quoi on parle, donc de l'Iran, Téhéran et de ses proxys, donc de ses mandataires, comme on le dit souvent. On le voit en Irak, il y a des milices chiites, en Syrie également, évidemment du côté du Liban, il y a le Hezbollah, du côté du Yémen, à 2000 km à peu près d'Israël, il y a les Houthis qui sont capables de frapper directement, comme ça avait été le cas récemment, un missile ou un drone avait entraîné la mort à Tel Aviv d'un citoyen israélien. Je vous propose de rejoindre tout de suite Avi Pazner. Avi Pazner, qui est ancien ambassadeur de France en Israël. Bonjour, monsieur Pazner. D'abord, première question. Ambassadeur d'Israël en France. Ambassadeur d'Israël en France, pardonnez-moi, vous m'avez corrigé, vous avez raison de le faire. Première question, vraiment, comment est-ce qu'on se prépare du côté d'Israël à ces représailles qu'annonce avec fracas la République islamique d'Iran? Eh bien, je dois vous dire que l'armée d'Israël, Tsahal, est sur pied de guerre parce que, oui, nous nous attendons à une riposte et de la part de l'Iran et de la part du Hezbollah et peut-être même, comme vous l'avez dit tout à l'heure, d'autres éléments comme les Houthis, comme les milices pro-iraniennes en Irak, en Syrie. C'est évident qu'il va y avoir une réaction iranienne. Nous ne savons pas quelle forme elle prendra. Elle pourrait prendre peut-être la forme de l'attaque qui avait été lancée le 13 avril avec plus de 300 missiles de drones et qui avait été contrée par Israël et ses alliés, les États-Unis, la Grande-Bretagne, on dit que même la France, des pays arabes modérés comme la Jordanie, l'Arabie saoudite, les Émirats, mais rien ne nous prouve que cela sera la même chose cette fois-ci. Donc nous devons être prêts à une attaque concertée, ou bien ou non, et le pays s'est mis justement dans cette position d'alerte, comme vous le savez. Et je peux vous dire une chose, ce n'est pas que seulement nous attendons une riposte de la part de l'Iran et du Hezbollah, mais si, par exemple, des civils israéliens sont touchés, ou bien des objectifs civils, nous riposterons de manière foudroyante. Et ça, il faut que nos ennemis le sachent. Et je crois qu'Israël a les moyens pour cette réponse. J'espère qu'on n'en arrivera pas là, mais dans notre région, malheureusement, il faut être prêt à toute éventualité et je peux vous assurer que nous sommes prêts. D'autant que le secrétaire général du Hezbollah a, lui, laissé entendre que cette fois-ci, la milice chiite libanaise pourrait frapper en profondeur et peut-être même au-delà de sites militaires israéliens. Avi Pazner, vous faisiez référence les 13 et 14 avril dernier, lorsque l'Iran, en confrontation directe, a lancé près de 300 drones et des missiles vers le territoire israélien pour assurer sa sécurité et l'intégrité
l'intégrité de son territoire. Israël agit en concertation avec la Grande-Bretagne, les États-Unis, la France. Vous faisiez référence également peut-être à la Jordanie, aux Émirats arabes unis et même à l'Arabie saoudite. La coalition, c'est la seule solution désormais pour Israël dans ce genre de configuration ? Non. Israël peut très bien se défendre aussi tout seul. Mais vous voyez, ce n'est pas seulement Israël qui est visé. C'est toute une série de pays et d'intérêts, et je dirais même d'idéologies, qui est visée. Et je parle maintenant des pays de la région, des pays modérés de la région, auxquels il faut ajouter l'Égypte et encore d'autres pays, qui comprennent parfaitement que tous ces agissements de l'Iran contre Israël n'ont qu'un seul but, assurer l'hégémonie iranienne au Moyen-Orient, retourner au temps des Perses d'il y a 2500 ans et assurer que l'idéologie islamiste chiite de l'Iran domine le Moyen-Orient. Ça, c'est à long terme. Alors évidemment, ils se servent d'Israël comme instrument. Et les pays de la région le comprennent très bien, parce que c'est quand même étonnant quand vous vous posez la question comment ça se fait que des pays arabes avec lesquels Israël était en guerre il y a seulement 30 ou 40 ans, eh bien aujourd'hui se positionnent à côté d'Israël pour faire face à un danger plus grand, plus grave et à plus long terme. Et je crois que ces pays, les intérêts restent les mêmes qu'il y a 4 mois. La situation n'a pas changé. Nous ne savons pas à quelle sorte d'attaque nous allons faire face, si c'est la même chose, ou bien peut-être, comme un de vos intervenants l'a dit, des attaques contre des ambassades israéliennes, contre des bateaux israéliens qui ont d'ailleurs déjà eu lieu, je dois le dire, on ne sait pas. Ce que je peux encore une fois vous assurer, nous sommes en état d'alerte, nous avons pris en compte toutes les possibilités que nous croyons possibles, nous sommes capables de répondre par nous-mêmes. Évidemment, la sensation est meilleure si autour de nous, il y a aussi des pays amis et alliés. Merci, Monsieur Pazner, pour votre intervention sur notre antenne. Je vais me tourner vers Manas Sirali. Dans le contexte que décrit l'ancien ambassadeur d'Israël en France, quel peut être le message que veut faire passer le pouvoir iranien ? Moi, j'ai beaucoup écouté depuis l'élimination de Haniyeh. J'ai beaucoup écouté les dirigeants iraniens, leurs salles virtuelles dans lesquelles ils se réunissent, leurs idéologues qui parlent. Et je peux vous dire une chose, c'est que eux-mêmes, ils ne savent pas comment ils vont réagir. Ils sont en train de tâter le terrain. Ils veulent savoir à quel point leurs bases sont assoiffées de vengeance ou pas. Alors, ils ont compris que les Iraniens, même cette minorité d'Iraniens qui les soutient, ils ne sont pas prêts à entrer en guerre, ils le savent. Ils savent que Ismail Haniyeh n'avait aucune place dans le cœur des Iraniens et ils ne peuvent pas commencer une guerre contre Israël à cause de l'élimination d'Ismail Haniyeh. Du coup, la situation en ce moment, je pense que n'est claire pour personne, pas que pour nous. Et je pense que les dirigeants iraniens eux-mêmes, ils n'ont pas encore pris leur décision et ils cherchent évidemment une frappe ou un acte symbolique. Tout simplement, le politique, en fait, se joue sur le terrain symbolique, on le sait. Donc, ils sont en train de chercher une réaction symbolique juste pour faire taire, pour répondre à ceux qui les soutiennent. Et donc, dans ce cas, ils ne sont absolument pas prêts à entrer en guerre avec Israël tant qu'ils n'ont pas l'arme atomique. Le jour où la République islamique se dote de l'arme atomique, alors ce jour-là, elle devient dangereuse. Et ce n'est pas Israël, ce n'est pas qu'Israël, ce n'est pas que les pays voisins qui doivent avoir peur de la République islamique. C'est la planète entière doit avoir peur d'une
république islamique dotée de l'arme atomique. Oui, dans ce cas-là, effectivement, l'Iran entrerait dans le club très fermé des États parias qui disposent de l'arme nucléaire, comme par exemple la Corée du Nord. Dans le contexte que décrit Manassir Ali, Louis Duclos, est-ce que, en réalité, les Iraniens ont vraiment envie d'y aller, à cette escalade régionale? Est-ce qu'ils ont intérêt à pousser Israël à riposter de manière encore plus sévère, comme nous le disait Avi Pazner? Est-ce qu'ils ont envie d'y aller? À mon avis, non. Mais ils sont, comme elle l'a dit tout à l'heure, ils sont vraiment au pied du mur, ils n'ont vraiment pas le choix. Ils sont forcés à une réaction pour montrer qu'ils sont forts, pour montrer qu'ils sont capables. C'est vraiment une question de réaction de façade. Ils n'ont pas le choix, ils doivent montrer qu'ils sont capables d'attaquer Israël. La façade, c'est vraiment la preuve de la puissance. Et s'ils ne réagissent pas, ça voudrait dire qu'on peut frapper leur capitale sans risquer de riposte. Et dans ce cas-là, ce serait un terrible aveu de faiblesse pour eux. Donc ils sont vraiment, qu'ils le veuillent ou non, ils sont vraiment forcés à une réaction. Et même question, Général Chauvency, du côté du Hezbollah. Est-ce qu'ils ont vraiment envie d'y aller à la confrontation avec Israël, dure et sévère? Globalement, le Hezbollah a fait preuve de modération, toujours, ça n'empêche pas qu'il y ait des attaques de roquettes, mais de modération. Il y aura peut-être un risque du côté Hezbollah, parce qu'on en parle suffisamment, avec ces quelques 100-150 000 roquettes, et mettre sous le feu, finalement, des villes israéliennes comme Haïfa et autres villes, qui sont comme à portée de tir. Et que là, ce serait un effet majeur. Mais alors là, la conséquence serait tellement énorme que, effectivement, d'abord, ça contraindrait d'abord Netanyahou et le peuple israélien à aller au sud Liban et de nettoyer. Même si on dit qu'il y a 30 000 combattants du Hezbollah, mais ils sont équipés légèrement, ça serait une guerre vers le nord sans aucun état d'âme. Donc c'est aussi une mesure de... le Hezbollah est obligé de se retenir quand même, parce qu'il peut montrer son désaccord, il peut montrer qu'il peut frapper, mais aller trop loin, c'est inciter quand même Israël à aller à la guerre. Alors, il peut y avoir un choix en disant qu'après tout, si Israël va à la guerre encore au Liban pour une énième fois, peut-être qu'on peut encore défaire l'armée israélienne. C'est possible. Donc c'est aussi un jeu politique de savoir jusqu'à où on veut aller et jusqu'à où on veut entraîner finalement Israël dans la guerre. Et puis d'un autre côté, ce qui vient d'être dit, je vous rejoins tout à fait, l'Iran a besoin maintenant, elle n'a pas le choix. L'Iran n'a pas le choix, elle a besoin d'exprimer finalement aux yeux du monde qu'elle ne se laisse pas faire. Et je suis d'accord aussi avec vous sur le nucléaire. Nous avons de la chance aujourd'hui que l'Iran ne dispose pas de l'arme nucléaire. Mais je dirais que si l'Iran va trop loin dans ses frappes, si c'est des frappes par exemple, et pas uniquement des actes de terrorisme, est-ce que les Américains et les Israéliens n'en profiteront pas pour détruire entièrement l'infrastructure nucléaire de l'Iran? Et ce serait une parfaite opportunité pour être sûr que ce danger n'existe plus avant quelques années. Et je crois que c'est ça aussi, ça fait partie des paramètres de réflexion sur la riposte ou contre-riposte. Si les Iraniens d'un côté ou les Hezbollah vont trop loin, soit d'un côté ils déclenchent une guerre réelle avec un certain nombre d'unités israéliennes qui sont prêtes au combat depuis des mois, et de l'autre côté, si c'est l'Iran qui frappe d'une manière trop énorme, je dirais, les États-Unis et les Israéliens en profiteront sans aucun doute pour casser toutes les infrastructures nucléaires autant que possible, pour qu'effectivement, comme on n'arrive pas à démilitariser nucléairement l'Iran, le faire d'une manière militaire. Alors pourquoi est-ce qu'on en est là, Général Chauvency? Pourquoi cette brusque montée en tension? Évidemment parce qu'on en a abondamment parlé ces derniers jours sur ce plateau. Sur son propre sol, Ismaël Haniyeh, le chef politique du Hamas, a donc été assassiné sans que ce ne soit revendiqué par l'État hébreu. On va prendre la direction de Téhéran. On nous attend Siavosh Ghazi, qui est resté avec nous. Merci Siavosh. Juste une petite question. On sait qu'en interne, les enquêtes ont lieu et qu'on cherche à savoir qui a infiltré l'État iranien et comment a pu être tué Ismaël Haniyeh. Le New York Times dévoile qu'une série d'arrestations a eu lieu ces jours-ci en Iran. Est-ce qu'on en sait plus de votre côté ? Écoutez, ici en Iran, on n'a pas d'informations sur d'éventuelles arrestations dans les milieux des services de sécurité ou des gardiens de la Révolution ou la force Quds des gardiens de la Révolution. On sait que des personnalités comme Ismaël Haniyeh ou par exemple d'autres personnalités des mouvements palestiniens ou du Hamas des Yéménites qui sont en Iran sont généralement protégés par la force Quds des gardiens de la Révolution. Et d'ailleurs, le bâtiment qui a été touché où se trouvait Ismaël Haniyeh abritait également d'autres responsables, notamment du Hamas, qui ont échappé donc à l'attaque qui a été menée. Par exemple, un des responsables du Hamas qui se trouvait dans le même bâtiment a
affirmé donc un journal arabe qu'ils ont entendu un grand bruit lors de l'attaque qui a été menée. Donc quand il est sorti, il avait cru à un tremblement de terre, et quand il est sorti, il a vu une grande fumée. Et donc après, quand il est remonté au 4e étage où se trouvait la chambre d'Ismail Haniyeh, il s'est rendu compte que la chambre avait été touchée. Donc ici, on parle plutôt donc d'une localisation d'Ismail Haniyeh via son téléphone portable étranger, probablement qatari, et ensuite d'une attaque menée par un missile anti-char ou par un drone d'attaque lancé depuis la montagne qui surplombe cette résidence qui est située dans le nord de Téhéran. Pour l'instant, ici, on ne parle pas d'arrestation ou de suspects arrêtés. C'est tout ce qu'on sait pour l'instant. Je voudrais revenir aussi sur l'expérience d'attaque de l'Iran contre Israël en avril dernier. J'ai interrogé des sources diplomatiques européennes et ils m'avaient affirmé donc à l'époque que la totalité des drones qui avaient été lancés à l'époque contre Israël, donc il y avait une première vague de drones lancés contre Israël, la totalité de ces drones avaient été interceptés et abattus par les forces américaines, mais aussi françaises et britanniques avant que ces drones atteignent le ciel israélien. Et la plupart des missiles l'avaient été également avaient été interceptés par les forces américaines, françaises ou britanniques dans le ciel saoudien ou jordanien. L'Iran à l'époque n'avait pas utilisé ces missiles les plus puissants. Est-ce qu'on va franchir, et c'était une étape, c'est ce qu'on dit ici à Téhéran, est-ce qu'on va franchir une étape pour utiliser des missiles encore plus puissants, avec plus de précision, et des drones d'attaque encore plus puissants. Il faut se rappeler que donc les Houthis au Yémen ont attaqué Haïfa avec un drone d'attaque qui a fait 1500 km en traversant le ciel égyptien et aussi la Méditerranée, et attaqué par l'ouest, par la Méditerranée, Haïfa. L'Iran, bien sûr, a des moyens encore plus puissants. Est-ce qu'on va aller au-delà des moyens utilisés en avril dernier ou par les Houthis? C'est ce qu'on dit ici, c'est ce que certains experts disent ici. Merci à vous, Siavosh Ghazi, pour ces éclairages. Et en effet, on sait que la France dispose d'une base, notamment en Jordanie. Mais je voudrais quand même qu'on revienne sur ces vagues d'arrestations dont on a parlé et dont le New York Times se fait l'écho. Vagues d'arrestations en Iran, en marge de l'assassinat de Ismail Haniyeh, le chef politique du Hamas. On découvre un peu leur profil. Regardez, on a des hauts responsables des services de renseignement, on a des responsables militaires, on a des employés d'une maison d'hôtes. Qu'est-ce que ça vous inspire, Manassir Ali ? En fait, je tiens à préciser que depuis l'élimination de Haniyeh, la République islamique, les responsables de la République islamique n'ont pas jugé digne d'expliquer ce qui s'est passé, de venir et donner la moindre explication aux Iraniens. Aujourd'hui, les Iraniens sont vraiment furieux contre la République, contre leurs dirigeants, parce que ces dirigeants, ils ne disent rien sur ce qui s'est passé. Il n'y a que 2 ou 3 journalistes de la télévision nationale qui sont venus pour dire que c'était sa faute, parce qu'il a contacté depuis son téléphone portable. Donc, ils ont incriminé plutôt la victime que donner une explication ou d'accepter la responsabilité des services secrets iraniens. Parce que quand même, ils invitent le chef des terroristes chez eux, ils n'arrivent même pas à protéger ce monsieur. Donc, c'est vraiment une très, très grande faute de la part des dirigeants iraniens, et ils ne veulent pas assumer leurs responsabilités. Et ça, c'est vraiment grave aux yeux des Iraniens déjà. Ouais, ce qui en dit long sur la fragilité en interne peut-être de cet État. Restez avec nous. On va évoquer cet échange historique dans un instant de prisonniers entre la Russie, les États-Unis et plusieurs pays occidentaux. Après la joie, les questions. Poutine est-il le seul et le vrai gagnant de cette séquence? On vous dit tout cela juste après la pause.